Chers amis, bonjour. Encore une fois, heureux de vous retrouver pour cette chronique. Et cette chronique du moment, c'est un miroir de l'horreur du fil de l'actualité suite à cette agression d'Israël sur le Qatar. Oui, avec beaucoup d'humilité, je me permets cette réflexion sur la géopolitique, la diplomatie internationale et la perception des rapports de force au Moyen-Orient. Les États-Unis et leur crédibilité en tant que médiateurs de paix sont de plus en plus remises en question. Historiquement, les États-Unis se sont souvent positionnés comme des arbitres ou des garants cruciaux des processus de paix au Moyen-Orient, des accords de Camp David qui ont conduit à la paix entre l'Égypte et Israël, aux accords d'Oslo qui ont ouvert la voie à une reconnaissance mutuelle entre Israéliens et Palestiniens, et plus récemment, les accords d'Abraham qui ont normalisé les relations entre Israël et plusieurs nations arabes, pour la plupart qui n'étaient pas en conflit avec Israël, il faut noter ça au passage, mais on voit qu'il y a quand même une empreinte diplomatique américaine qui a été significative. Ces initiatives ont souvent été perçues comme des démonstrations de leur capacité à rassembler des parties belligérantes autour d'une table de négociation. Cependant, oui, cependant, aujourd'hui, cette image d'impartialité est fortement érodée par leur alignement stratégique quasi inconditionnel sur Israël et ses actions génocidaires. Ce soutien, qui se manifeste par une aide militaire substantielle, un appui diplomatique constant aux Nations Unies. Il faut reconnaître au passage la voix courageuse de l'Algérie en ce qui concerne la dénonciation de ce génocide à Gaza. Mais enfin, pour continuer, ce soutien des États-Unis, c'est aussi un soutien, un bouclier financier qui crée une perception maintenant de partialité de plus en plus évidente et qui complique le rôle des États-Unis en tant que médiateur. Lorsque l'un de leurs alliés majeurs, Israël, est perçu comme sapant ou attaquant activement des négociations de paix jusqu'à aller tuer des négociateurs. Ils avaient fait ça il y a quelques années en Iran. Là, ils refont la même chose au Qatar. Le Qatar, d'autant plus, qui est un pays normalement neutre, qui est un pays qui était appelé à servir de liaison entre les belligérants et qui est considéré comme un ami et très proche des États-Unis. Donc, la crédibilité américaine souffre considérablement de cette attaque d'Israël contre le Qatar. Cela nourrit l'idée que Washington n'est pas un médiateur neutre, mais plutôt un acteur partie prenante du conflit et des intérêts, dont les intérêts convergent avec ceux d'Israël plutôt qu'avec les autres pays, notamment le Qatar, qui voulait, encore une fois, qui a été appelé encore une fois pour servir d'intermédiaire pour l'établissement d'une paix ou d'une recherche de la paix. Bien entendu, cette perception maintenant est affaiblie, non seulement diplomatiquement, mais renforce également le scepticisme des autres acteurs régionaux quant à la sincérité de l'intention des États-Unis, cette intention pacificatrice. Quand on sait que, petite parenthèse, qu'au Qatar, rien ne peut se faire sans que ça se sache dans les bureaux de la CIA ou du Mossad, comment se fait-il que les États-Unis n'ont rien fait pour arrêter cela alors qu'ils étaient à la table de négociation? Bien évidemment, ils se sont mariés à cette, comment dirais-je, philosophie de Netanyahou qui est celle d'une logique de belligérance, quel que soit le prix à payer. Oui, Benjamin Netanyahou, en tant que Premier ministre israélien, a souvent été perçu comme adoptant une stratégie de survie politique. Il est fragilisé dans son pays
il est dans son propre pays, il fait face à des accusations de corruption. Il met tout en œuvre pour faire des divisions politiques au sein même de son pays et il fait face maintenant à une opposition croissante, non seulement au niveau politique, par les partis politiques, mais aussi par le peuple israélien qui commence vraiment à l'accuser de regarder son intérêt personnel, de se protéger pour ne pas finir en prison, plutôt que de chercher à protéger le pays en continuant à faire ces guerres. Ah oui, alors cette approche de Netanyahou, elle implique souvent, si vous voulez, sa principale occupation, c'est il veut le soutien de sa base électorale, surtout la base électorale à la ligne dure en matière de sécurité. Cette approche implique souvent une démonstration de force et une réticence à toute concession qui pourrait être interprétée comme une faiblesse par son extrême droite avec laquelle il est associé et qui ne pourrait pas rester au pouvoir si elle abandonne. Donc, il joue sur cette politique qu'il dit, lui, politique sécuritaire, qui tend vers une escalade contrôlée avec des acteurs régionaux plus faibles. Par exemple, il attaque le Liban, quand il a attaqué le Hezbollah. Il attaque Gaza, maintenant il veut construire Gaza, il veut supprimer Hamas. Il dit ça depuis 30 ans qu'il veut supprimer Hamas, alors que ce sont eux, pas 30 ans, 20 ans, que ce sont eux, les Israéliens, qui ont fait pas le Hamas au début. Il s'est attaqué à la Syrie avec des frappes aériennes et il a essayé cette stratégie d'attaque avec une idée de confrontation avec un véritable pays. Ce n'est pas le Hezbollah du Liban, ce n'est pas le Hamas de Gaza, ce n'est pas ce petit pays de la Syrie. Non, là, il a essayé de faire des frappes aériennes contre une confrontation frontale avec l'Iran. On sait ce qui s'est passé. Il s'est révélé, Netanyahou, être un piètre stratège et ça lui a coûté très très cher au niveau économique parce que les missiles supersoniques de l'Iran qui ont frappé des cibles militaires, des cibles économiques telles que les raffineries, etc., que l'on n'a pas vu sur les médias occidentaux, mais qui ont détruit très, très, très profondément la structure économique durant la guerre des 12 jours. Et s'il n'y avait pas eu les Américains pour le sauver après 12 jours de guerre, je pense que Netanyahou aurait perdu son poste de Premier ministre, mais plus encore, Israël, la moitié d'Israël aurait pu être détruite. Et il doit remercier les États-Unis d'avoir cessé et d'avoir demandé le cessez-le-feu avec l'Iran. Mais maintenant, on sait que ça a été une humiliation pour Israël et ça a aussi détruit cette image d'invincibilité d'Israël et notamment de Netanyahou. Voilà, alors toutefois, malgré, comment dirais-je, cette posture agressive d'Israël, malgré l'humiliation qu'ils ont subie avec l'Iran, Israël demeure profondément une force tant qu'il y a le parapluie américain. L'aide militaire américaine, la protection diplomatique au sein des États-Unis, notamment au Conseil de sécurité, contre les résolutions qui veulent condamner le génocide, comme je disais tout à l'heure, il faut rendre grâce à la République algérienne et son ambassadeur qui ont fait un travail absolument courageux pour confronter justement la position des États-Unis face à ce soutien inconditionnel à Israël malgré la condamnation internationale. Mais enfin, jusqu'à présent, les signaux américains, ils restent ambigus. Les condamnations verbales de certaines actions israéliennes ne sont pas suivies
de mesures coercives significatives, ce qui donne à Netanyahou une marge de manœuvre pour poursuivre sa politique. Bien sûr, après la confrontation avec l'Iran, l'échec perçu par Israël face à l'Iran, notamment l'incapacité à neutraliser complètement les frappes de missiles ou à contrer efficacement les alliés régionaux de l'Iran, ça a marqué un tournant décisif. Et aussi, il y a eu un aspect psychologique dévastateur au sein même d'Israël. L'image d'Israël comme une puissance invulnérable, capable de dissuader toute attaque ou de répondre à une force écrasante, s'est fissurée lorsqu'ils lorsqu'ils ont eu cette confrontation avec un pays comme l'Iran. Ce n'était pas, comme je disais, des petites milices de Hezbollah au Liban ou bien à Gaza avec le Hamas. Non, là, ils ont fait face à un véritable État avec une structure militaire qui n'était pas toujours parfaite, mais qui a réussi à détruire cette image de puissance invulnérable d'Israël. Donc, cet événement a potentiellement mis en lumière les limites de sa capacité de défense et la complicité des menaces asymétriques auxquelles Israël est confronté, mais surtout, ils ont mis en exergue qu'Israël, encore une fois, by itself, n'est pas aussi invulnérable que l'on pouvait croire, car s'il n'y avait pas les États-Unis, Israël, peut-être qu'aujourd'hui, après la guerre de 12 jours avec l'Iran, aurait des difficultés à se remettre sur cet échiquier en tant que partenaire militaire des États-Unis, le gendarme évidemment. Alors cette fissure dans l'image de dissuasion pousse Netanyahou encore une fois à vouloir démontrer sa force ailleurs parce qu'il n'a pas pu gagner contre un pays tel que l'Iran. Donc il doit montrer sa force ailleurs et contre des acteurs moins puissants tels que je viens de citer, le Hamas, le Hezbollah, etc. au Liban. Tout ça afin de restaurer une image de robustesse et de détermination. Il s'agit bien sûr d'une tentative de compenser la perception de faiblesse en projetant une force accrue dans des contextes où les succès est plus facilement atteignable. Cependant, il reste là que l'image d'Israël a été entachée. Mais si vous voulez, cette stratégie de ciblage contre des pays beaucoup plus faibles et beaucoup plus fragiles, elle renforce le sentiment d'acharnement et d'abus de pouvoir de Netanyahou, quitte à affaiblir son pays sur la scène internationale. Netanyahou a affaibli la légitimité internationale d'Israël. Netanyahou a fait d'Israël un paria sur la scène internationale. Netanyahou est un agresseur qui est prêt à tout, jusqu'au génocide comme on l'a vu à Gaza, et au moment où je vous parle, il y a encore des bombardements qui sont faits sur Gaza. Ils veulent absolument raser Gaza tel qu'elle existe aujourd'hui avec les Palestiniens et ils les forcent à évacuer, mais d'après ce que j'ai pu lire aujourd'hui dans les journaux, les Palestiniens se sont exprimés en disant tout ça pour aller où? Et de toute façon, nous sommes des cibles pour cette aviation et ces bombardements, quel que soit l'endroit où on se trouve. Donc pourquoi bouger? Donc ils veulent rester sur place. Autant mourir là où ils sont. Par ricochet, bien évidemment, la causalité, c'est que les États-Unis, en continuant à couvrir Israël, se retrouvent également de plus en plus isolés sur la scène internationale. Et leurs valeurs démocratiques tant clamées et leur engagement tant clamé pour la paix ont été remis en cause à cause de leur soutien inconditionnel à Israël, mais surtout, ils ont éveillé la scène internationale et maintenant des pays comme la Turquie commencent à montrer du doigt et d'une manière très brutale que ça ne peut pas continuer comme ça. Et d'autres pays vont suivre. On a la Chine maintenant qui commence aussi
à dire que ça ne peut pas continuer comme ça. La Chine fait partie du Conseil de sécurité. La Russie, on connaît sa position. Elle a toujours été un peu ambiguë, mais quand même, il commence à dire que là, Israël a dépassé toute ligne d'entendement, ne serait-ce que pour le respect des droits humains des Palestiniens. Alors, en résumé, ce que je peux dire, c'est que les États-Unis perdent effectivement de la crédibilité en tant que faiseurs de paix lorsque leur soutien inconditionnel à un allié est perçu comme encourageant le sabotage des processus de paix. On le voit avec ce qui s'est passé à Doha. Ils ont tué les négociateurs de paix. Leur position des États-Unis est encore plus ambiguë parce que maintenant, cette médiation et ce soutien unilatéral commencent à compromettre leur influence dans la région. Il y avait des négociations qui étaient en train de se faire pour que l'Arabie saoudite se joigne aux accords d'Abraham pour la reconnaissance d'Israël. Là, ça a été stoppé. Et évidemment, on se demande comment Netanyahou peut être stoppé dans sa logique de belligérance. Alors, il y a, à mon humble avis, il y a plusieurs conditions qui doivent être réunies pour stopper ce faiseur de guerre, ce génocidaire du pays palestinien, du peuple palestinien. La première, c'est que les États-Unis conditionnent réellement leur soutien en liant l'aide militaire et diplomatique à des engagements concrets en faveur d'une véritable paix et un respect accru du droit international. Et je pense que les États-Unis peuvent le faire. Je dirais aussi que la pression internationale, elle devient insoutenable. Il y a des actions concertées de l'UN, j'ai parlé de l'effort de l'Algérie, mais aussi pour d'autres pays émergents qui gagnent en influence diplomatique. Et même l'Europe, Macron a dit récemment, bien qu'il soit dans des, comment dirais-je, pas plus loin qu'à 3 jours, je pense, Macron se trouve dans une difficulté de politique intérieure. Il vient de nommer un Premier ministre aujourd'hui. Mais Macron a dit qu'il fallait reconnaître la solution à deux États et je pense qu'elle va être discutée dans 2 semaines quand l'Assemblée générale des Nations Unies va commencer. Beaucoup de pays européens, en plus de Macron, vont adopter une position plus unifiée et pour reconnaître cette solution à deux États. Puis enfin, il y a l'opinion publique israélienne avec qui il faut compter. Et de plus en plus, cette opinion politique israélienne se retourne massivement contre Netanyahou. Il y a une question des mouvements sociaux, il y a aussi des pressions politiques parce que la destruction de la guerre des 12 jours avec l'Iran, elle commence, bon, c'est vrai qu'il y avait une interdiction des médias, mais maintenant beaucoup de ces personnes qui étaient justement sous les bombes et qui se sont réveillées après ces 12 jours, ils ont vu la destruction, les bureaux du Mossad à Tel Aviv, de, le, comment dire, à Haïfa, la raffinerie, les usines, où on faisait les chips pour l'intelligence artificielle, etc. Maintenant, ça commence à apparaître et beaucoup d'Israéliens qui ne savaient pas comment savoir comment dirais-je, comme était dangereuse cette confrontation avec l'Iran. Ils se rendent compte, et bien sûr, ils savent que ce sont les États-Unis qui ont obligé à Netanyahou, même Netanyahou était obligé d'aller quémander, mais vraiment quémander, je dis bien ce terme, à Trump de négocier un cessez-le-feu avec l'Iran. C'était dès le début du 3e ou 4e jour. Et à quoi l'Iran a répondu non, nous aussi, on a un boulot à finir et comme vous nous avez détruit nos infrastructures économiques, on fera la même chose. Et ils ont réussi. Ce sont entendus. Voilà, c'est pour ça que je dis c'est comme ça qu'on peut arrêter Netanyahou. Maintenant, en ce qui concerne les États-Unis, bon, je vais peut-être encore dire un mot. Les États-Unis se voient aujourd'hui confrontés à un dilemme stratégique majeur. Soit continuer à défendre un allié avec un soutien inconditionnel au risque d'enterrer leur image de médiateur et de réinstaurer une politique fondée sur la diplomatie. Et ça,
c'est là où ils sont, où ils continuent ce soutien inconditionnel, ou bien ils se rallient à la politique de réinstaurer la diplomatie. Pourquoi? Parce que la conditionnalité et le multilatéralisme, tout ça, c'est afin de préserver la propre influence mondiale des États-Unis. Et en l'absence d'un virage très clair sur le rôle de puissance stabilisatrice, il va s'effriter. Il est en train de s'effriter d'ailleurs. Et il va ouvrir un espace inédit à d'autres acteurs régionaux ou émergents. J'ai parlé de la Chine, je peux parler de la Chine, je peux parler de la Russie, bien évidemment, mais vous avez des pays comme l'Inde et comme le Brésil, etc., qui commencent vraiment à montrer du doigt les États-Unis. Et puis là, il y a un impact économique. Donc, non seulement ils risqueraient, les États-Unis, s'ils continuent comme ça, de ternir leur image de médiateur, parce que bon, ils ne sont plus des médiateurs, ce n'est plus un médiateur impartial, Trump, sur la scène internationale, mais ils doivent faire attention que leur politique étrangère axée sur un seul pays, avec ce soutien inconditionnel, va leur faire perdre toute espèce de crédibilité sur la chaîne internationale. Bien sûr, il faut abandonner cette voie du soutien inconditionnel et il faut aller vers la seconde voie, en revanche, qui est un retour aux principes fondamentaux de la diplomatie. Et cela implique une grande insistance sur la négociation et le retour à la recherche du dialogue. Et évidemment, pour en arriver l'Assemblée générale qui va se tenir dans 2 semaines, ben, il va y avoir la question de la Palestine et je pense, à mon avis, mais c'est mon humble avis, qu'on va arriver à une résolution demandant la solution à 2 États, mais qu'elle soit appliquée cette fois-ci, parce que bien souvent, Israël n'applique pas les résolutions, ils ont été condamnés plusieurs fois, mais à cause du soutien des États-Unis, ils sont toujours passés au travers de cela. Mais là, je pense qu'avec ce qui vient d'arriver au Qatar, ça change un peu la, la donne. Et puis, encore une fois, je répète et je vais conclure sur ça, il y a la montée en puissance des nations comme je disais la Chine, la Russie, et qui s'affirment de plus en plus comme une affirmation, de puissance avec laquelle il faut compter. Je vais dire un petit mot sur la dernière rencontre de Pékin, lorsque la Chine a réuni 28 chefs d'État pour répondre à ces menaces de Trump en ce qui concerne non seulement les tarifs, mais c'était aussi en ce qui concerne euh, de faire venir la sixième flotte aux alentours de Taïwan, etc. Ça n'a pas été accepté et on a vu ça, cette démonstration la semaine dernière, enfin quand il y a eu la rencontre de Pékin entre la Chine, la Russie, la Corée du Nord et puis il y avait aussi l'Inde, ce qui était assez étonnant. Voilà, c'était la chronique du jour. Encore une fois, je vous remercie de m'avoir écouté, puis à très bientôt pour une autre chronique.